Alors, autre temps, autre époque, ou autre mœurs, avec Delphine Ernotte. Vous la connaissez, Delphine Ernotte ? Oui, je l'ai rencontrée plusieurs fois, oui. Elle a été reconduite donc hier à la tête de France Télévisions. La décision de l'Arcom est tombée hier. C'est un 3e mandat de 5 ans. Elle est présente depuis 2025. Elle a été auditionnée comme 3 autres candidats en début de semaine. Une heure a été publiée sur le site de l'Arcom. C'est intéressant d'ailleurs de l'entendre. Je vous propose peut-être d'écouter Madame Ernotte sur le tacle qu'elle a fait notamment à Donald Trump. Quand le chaos n'est pas loin, le sens de la mesure est plus important encore. Il y a quelques jours à peine, le président des États-Unis rayait les médias publics d'un trait de plume. Il y a quelques mois, nous nous demandions comment nous pouvions sauver France Télévisions de sa disparition en cas de privatisation. Dans ces temps troublés, la télévision doit être un roc, un point d'appui stable, une respiration, un espace de réconciliation, un espoir. Ça, c'était donc une prise de position. Alors, c'est vrai que moi, j'ai parfois le sentiment qu'il y a un anti-Trumpisme primaire qui sévit sur le service public, et notamment sur France Télévisions. Je ne sais pas si c'est votre avis, Françoise Laborde. Enfin, en tout cas, que politiquement, France Télévisions soit marquée, oui, il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. Non ? Mais depuis c'est le un début, déni, puisque depuis le début, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que dès son premier mandat, Delphine Ernotte avait annoncé la couleur, si je puis dire, quand elle avait dit que pour elle, alors elle n'avait pas parlé de diversité comme ça, mais elle avait dit qu'il fallait pas, qu'il fallait renoncer au mâle blanc de quarantenaire, qu'il fallait mettre davantage de diversité. Elle a été quand même très entourée par des conseillers qui étaient des conseillers assez marqués à gauche, qui étaient, alors je pense notamment à, et décédé depuis hélas, Henri Weber, qui a été un sénateur qui était d'origine trotskiste, et toute une bande autour de lui qui conseillait beaucoup Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, elle arrivait de Orange, où elle est partie parce que, bon, je pense qu'elle s'entendait pas très bien avec le patron d'Orange de l'époque, et elle a constitué autour d'elle un état-major qui a toujours été extrêmement marqué par c'était des trotskistes, je veux dire, c'est un secret pour personne, et donc ça, et puis après c'est pas dit comme ça partout quand même, hein, quand vous dites c'est un secret pour personne. Henri Weber, enfin je veux dire, si on s'intéresse un peu à son parcours politique avant de soit élu sénateur, Monsieur Sidon Gomez, alors lui il était directeur de campagne de Cécile Duflot. Oui. Donc voilà, Europe Écologie Les Verts. Donc c'est plutôt des gens. Et aujourd'hui il est directeur général, c'est ça ? Donc c'est plutôt des gens qui ont toujours été marqués à gauche et qui l'ont vraisemblablement. Alors je sais pas si c'était de toute façon sa tendance naturelle mais qui l'ont conforté en effet dans ses choix. Alors écoutez ce qu'elle dit sur le rempart contre la manipulation, parce qu'il y a eu un souci par exemple samedi dernier dans une émission du service public où Raphaël Pitti, qui était un invité présenté comme un médecin, et il est médecin, mais il n'a jamais été dit à aucun moment qu'il était également candidat du nouveau Front Populaire, qu'il avait candidaté sous la bannière de Raphaël Glucksmann, et que son engagement, notamment pour la cause palestinienne, était connu. Il a évidemment le droit, bien sûr, au nom de la liberté d'expression, il n'y a aucun souci. Simplement, le téléspectateur doit être mis au courant, averti, ce qui n'a pas du tout été le cas dans cette émission. Alors, écoutez ce que dit Madame Ernotte, non pas à ce sujet, mais d'une manière générique, elle dit le contraire de ce qui s'est passé samedi. La donne mondiale a changé. Il nous revient d'être le rempart contre la manipulation de l'information. Aucun intérêt particulier ne nous freine. Notre seule boussole, c'est la véracité des faits. La véracité des faits, des faits et la manipulation de l'information, on en a eu un exemple, d'une certaine manière, samedi dernier. Il est 11h26, on marque une pause. J'ajoute, puisque c'est une information qui vient de tomber à l'instant, le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy a été retiré. C'est une information du parquet de Paris. Nous sommes donc avec Françoise Laborde. Nous évoquons à l'instant Delphine Ernotte, qui a été reconduite à la tête de France Télévisions. La décision de l'Arcom est tombée hier. Nous pouvons peut-être écouter une nouvelle fois Delphine Ernotte lorsqu'elle parle des éditorialistes. Mon autre préoccupation est de redonner ces lettres de noblesse au débat politique. On dit que le débat est partout. Mais en réalité, il n'y a jamais eu aussi peu d'échanges entre les politiques et les citoyens. Le débat a été galvaudé en des combats de boxe entre éditorialistes qui peuplent les antennes. Delphine Ernotte, combat de boxe, non. D'ailleurs, ça peut être un échange d'idées, bien évidemment. Ce qui a tout changé, c'est les chaînes info. Et
Les chaînes d'info n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans, donc il ne peut pas y avoir des hommes politiques toujours et tout le temps. Alors bien sûr, sur les plateaux, il y a un débat d'idées. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je dirais pas que c'est un combat de boxe. En fait, elle semble récuser l'idée du débat d'idées. Il est intéressant d'ailleurs cette prise de parole. C'est pas combat de boxe que d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord les uns et les autres autour d'un plateau de télé ou de radio. Ben non, mais c'est clair. J'allais dire, et en plus c'est ce qui intéresse les auditeurs et les téléspectateurs, c'est justement d'avoir des points de vue différents qui s'affrontent ou qui se confrontent. Parce que moi, si j'y tout le vois monde une est d'accord volonté sur tout, d'aseptiser le débat. Moi, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de morale parfois dans notre métier, et je vois dans cette prise de parole une volonté d'aseptiser le débat, de ne pas entendre des avis contradictoires. Alors, moi qui ai mauvais esprit, j'y verrais plutôt une critique indirecte des chaînes d'infos, parce que la tentative de France Télévisions de faire une chaîne d'infos n'est pas un énorme succès d'audience. Ça ne vous aurait pas échappé. Et je pense que son problème, c'est que le positionnement de la chaîne d'infos créée par France Télévisions il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus, qui n'est pas encore arrivé, disons les choses pudiquement, à trouver son public, mais qui n'a pas non plus peut-être complètement trouvé son style aussi. Et du coup, il y a une sorte de difficulté à se dire, est-ce qu'on n'a pas raté le coche? En effet, des chaînes d'infos où il y a des débats, des confrontations, des débats d'idées, des disputes au sens académique du terme. Et c'est peut-être ça qu'elle veut dire. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que ce qui est compliqué dans la désignation ou la réélection, je sais pas comment il faut dire, du patron ou de la patronne de France Télévisions en l'occurrence, c'est que les candidats doivent tous être publics. Et je trouve que ça, c'est un vrai handicap. Parce que si on a un peu sa responsabilité dans les médias où qu'on soit, on peut pas se dévoiler tout de suite en disant j'ai envie d'aller travailler à France Télévisions si on a un poste d'importance à TF1, parce que si on n'est pas retenu, ça obère la suite de sa carrière. Et je pense que cet excès de transparence nuit à la qualité des autres candidats. D'ailleurs, on a bien vu les autres candidats face à Madame Ernotte. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que... Très charitable pour eux. Non, mais je veux dire, c'est pas des grands spécialistes de la télévision. C'est pas leur faire injure. Il y a une ancienne, j'ai oublié le nom, mais il y a une ancienne députée. Frédéric Dumas, Irène Grenet et Jean-Philippe Lefebvre. Voilà, c'est pas des gens dont on se dit ah oui, en effet, on se rappelle son passage sur telle ou telle chaîne et à quel point il a révolutionné. Alors que la dernière fois, il y avait Christopher Baldelli qui avait candidaté et qui n'avait pas été élu. Alors que c'était un grand professionnel et pour avoir travaillé avec lui, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Mais quand on est recalé, si je peux dire, par l'Arcom, c'est pas un bon signe sur le. Donc je pense que cet élément-là est compliqué. Peut-être qu'il faudrait que l'Arcom y revienne. Et puis le deuxième élément qui est compliqué aussi et qui, je pense, a un peu aussi freiné les autres candidatures, c'est que il y a quand même ce projet qui est porté par Rachida Dati, auquel elle tient beaucoup, qui est de faire une immense holding qui réunirait France Télévisions, Radio France et l'INA, et qui s'appellerait France Média, et qui serait c'est l'ORTF. Voilà, c'est le retour de l'ORTF avec un autre nom, mais en effet une gouvernance unique. Ce qui fait que les candidats potentiels se sont dit, moi je vais peut-être attendre éventuellement qu'il y ait France Média qui soit créé, et pour être le patron ou la patronne de France Média, et auquel cas j'aurai la tutelle sur, en effet, Madame Ernotte. Ça, c'est avéré? Alors, Rachida Dati y tient beaucoup. Elle dit qu'elle veut absolument que ça passe. Elle voulait avant l'été, ça me semble un peu compliqué là maintenant. Mais en tout cas, oui, c'est un projet auquel elle tient beaucoup, et c'est sans doute aussi un projet qui fait que des candidats se sont dit pourquoi j'irais me frotter à cette candidature Arcom à France Télévisions si demain j'ai quelqu'un d'autre au-dessus de ma tête qui me dit voilà ce qu'il faut faire. L'impartialité du service public selon Delphine Ernotte. Le service public a un devoir renforcé d'impartialité. Nous ne sommes pas là pour représenter une opinion plutôt qu'une autre, mais pour permettre à toutes de s'exprimer dans le respect. Nous devons être une force de modération et de rencontre des points de vue plutôt que d'exacerbation des clivages. La démocratie est à ce prix, celui d'avoir une agora où se parler et échanger.
Hélas, ce n'est pas exact, puisque très souvent, je reçois des livres écrits par des journalistes ou des essayistes ou des intellectuels qui ne sont pas dans la bonne ligne, si j'ose dire, et souvent en fin d'interview, je leur demande une question: est-ce qu'on vous a invité sur le service public? Je pense par exemple à Gilles William Golnadel. Gilles William a vendu beaucoup de livres, il a beaucoup de succès avec ses parutions. Il n'a jamais été invité sur le service public. Donc le souci sur le service public, c'est pas tant les gens qui sont invités, c'est les gens qui ne sont pas invités. Et si vous ne correspondez pas à une certaine ligne, disons les choses. Par exemple sur le climat, qui est un sujet mais absolument à prendre avec beaucoup de recul, et parfois beaucoup de prudence. Celui qui viendrait contester l'idée que le réchauffement climatique n'est pas lié à 100% à l'homme, celui-là a peu de chances d'être invité. Moi, j'ai reçu parfois, je pense à monsieur Postevinet, notamment, qui a mis en exergue les difficultés de conclure sur ces sujets-là de manière définitive. Chaque fois, je lui ai posé la question: est-ce que vous êtes invité? La réponse est non. Le réchauffement climatique, personne ne peut le contester, il existe. Le débat peut exister parfois sur la part de l'homme. Mais il y a même eu, pardon de vous interrompre, mais il y a même eu, si j'ai bonne mémoire, un présentateur météo de France 3 tout à fait, exactement, qui avait écrit un livre sur ce sujet-là. Il a été viré, lui. Sujet, on lui a dit: ah bah non, ça va pas être possible. Au revoir, merci. C'est ça qui m'ennuie. Alors, je pourrais dire la même chose sur beaucoup de sujets. On sait bien qu'il y a un politiquement correct qui règne à France Télévisions, qui fait que sur certains sujets, il y a des gens qui ne sont pas invités. Et des artistes pareils d'ailleurs, j'imagine. Mais quand vous discutez... Par exemple, Patrick Sébastien, je crois qu'il n'est jamais invité sur le service public. Mais quand vous discutez en interne avec... moi, ça m'arrive régulièrement avec des copains de la rédaction, voilà, ils vous le disent, hein, en effet, que... Alors, ce qui est ennuyeux, c'est parce que c'est... Ce qui est ennuyeux, pourquoi? Si c'est une service privé, moi, ça ne me gêne pas. Dans le privé, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'est l'argent des Français. Oui. C'est ça qui est choquant, c'est tout. C'est l'argent des Français. Delphine Ernotte, le devoir d'exemplarité, écoutons-la. Pour nous, qu'en tant que service public, on a un devoir d'exemplarité évidemment renforcé sur la question du pluralisme et qu'il faut veiller à l'équilibre, forcément toujours instable, des thématiques qui sont abordées dans les différentes quotidiennes ou dans les différents magazines hebdomadaires ou dans les différentes éditions d'information, et la diversité des personnalités qui sont amenées à s'exprimer dans ces différentes émissions. Alors ça, c'est intéressant, parce que ce matin, j'ai écouté à 6h15. Vous êtes levée à 6h15, Françoise Laborde, tous les jours? Oui, parce que mon chien me réveille. Votre chien vous réveille, qui est là d'ailleurs? Oui, elle est là. Il est calme. Elle est là, mais elle est assez calme. Mais vraiment, son petit à 6h15, il faut sortir la chienne à 6h15? Non, je dis non, il faut attendre. Bon, alors à 6h15, branchez-vous sur Europe 1 tous les jours. Très bien. Même un peu avant si vous voulez, parce qu'il y a l'édito de Laurent Tessier qui est tout à fait remarquable. Et par exemple, ce matin, j'ai entendu les thématiques de certaines émissions quand Trump a été élu. Là, je ne parle pas des invités qui étaient en opposition à Trump, ce que je pourrais tout à fait concevoir. Mais c'est le titre de l'émission telle qu'elle était proposée aux téléspectateurs. Trump : le nouveau fascisme américain, point d'interrogation. Alors, il y a le point d'interrogation quand même. Il y a le point d'interrogation. Ça met la nuance. Bon, c'est vrai que on pense ce qu'on veut de Trump. Je ne dirais pas qu'il est fasciste. C'est pas le mot que je dirais. Je pourrais dire populiste, je pourrais dire attrape-tout, je pourrais dire qu'il a sûrement bien des défauts sur le plan politique et puis sur le plan personnel, mais je ne le traiterai pas de fasciste, me semble-t-il. Et vous en avez une autre concernant le Hamas : une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation, c'était sur France 5. Oui, ça c'était formidable. Celle-là, parfois ça se voit trop. Et je me souviens que cet intitulé, on en avait parlé sur Europe 1 et sur CNews. Bon, devoir d'exemplarité, on marque une pause, il est 11h. Elle s'appelle comment votre petite chienne ? Rustine. Ah, mais alors pourquoi vous l'avez appelée Rustine par exemple ? Parce que d'abord c'est un objet que plus personne ne connaît, sauf ceux qui avaient des vélos et qui savaient réparer les chambres à air et des bateaux gonflables. Fina. Et c'était formidable quand on se dit vélo, on avait la petite pochette, vous vous rappelez ? Bien sûr. Avec pour gratter, mettre la chambre à air, la colle et puis le petit rond qui s'appelait une rustine. Et donc j'appelais Rustine parce que ça me fait rire et je trouve que c'est un nom
qui ressemble à un nom féminin, mais je ne me voyais pas l'appeler un nom féminin parce qu'on peut être dans l'embarras. Vous voyez, si le chien s'appelle Christine et que le subitement vous croisez la cousine de votre meilleure amie qui s'appelle Christine, Des chiens qui s'appellent Christine, il y en a beaucoup quand même. Non, mais vous avez... Le chien de Sophie Davant s'appelle Raoul. Je trouve ça rigolo. C'est très joli, Raoul. Mais je crois qu'il y a des Raoul maintenant qui naissent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est pas mal. C'est un prénom qui revient ? Oui, ça revient, Raoul, absolument. Il y en a qui naissent de la Fressange, bien évidemment. Il est 11h44. Excellent. À tout de suite. Et Gilles, bonjour. Oui, bonjour. Je suis pas sûr que je vais m'en remettre, Mais sincèrement. non, mais d'abord, merci d'être avec nous. Vous habitez la Côte d'Opale. Est-ce que vous êtes heureux de la réélection de Madame Ernotte ? Est-ce que vous êtes un téléspectateur du service public ? Ravi, mais alors ravi que l'Arcom ait pris le pouvoir en France et qui s'autorise à mettre une personne qui dit tout le contraire de ce qu'elle devrait faire. Ou du moins, elle dit ce qu'elle devrait faire et qu'elle fait tout le contraire. C'est-à-dire que c'est marrant, d'ailleurs, on a l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Voilà, il n'y a aucune pluralité, je vais peut-être réussir à le dire, dans le service public. Il n'invite que des gens de gauche ou à tendance gauchiste. Il faut surtout, les rares fois où ils vont inviter une personne de droite, ils vont lui mettre 5, 6, 7 personnes pour le contredire et parler en même temps et l'empêcher de parler. C'est une catastrophe. Je veux dire, quand on entend Madame Ernotte là, ce matin chez vous à Pascal Praud, je l'ai entendu, j'hallucine quoi. C'est incroyable. Elle dit absolument tout l'inverse de ce qu'elle fait. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Donc je peux pas vous dire autrement, puisque je le disais ce matin, c'est-à-dire que elle dit des choses et ce qui est étonnant, c'est qu'elle le dit devant l'Arcom et que on ne souligne pas. Il y a des questions simples, je dirais à Madame Ernotte, mais pourquoi vous n'invitez pas telle personne depuis des années qui a autant de succès, un intellectuel, Michel Onfray par exemple n'est pas invité sur le service public. Ce que je dis est... pas, non. Pour ses livres, il n'est pas invité, il me l'a dit Michel. Alors la réponse suivante, c'est de dire oui, mais il est sur CNews, il est déjà sur une autre antenne. Mais c'est pas le sujet. C'est pas parce que tu es sur CNews que tu n'as pas le droit de parler. Mais Michel Onfray, c'est un bon exemple. Voilà quelqu'un qui est interdit de service public. On peut l'appeler d'ailleurs Michel, si vous voulez. Pourquoi ? Au nom de quoi est-il interdit du service public ? C'est quelqu'un qui vend des livres, qui est un intellectuel, reconnu comme tel, etc. Bon, voilà, il n'est pas dans la bonne ligne, manifestement. Mais parce que, pardon de le dire, mais c'était pas sur la télévision ou à la radio, mais quand vous entendez Sarah Knafo et la façon dont elle torerait, si vous me permettez cette expression, comme le ferait un torero, certaines intervieweuses de France Info, on comprend qu'ils n'aient pas envie d'inviter un certain nombre de personnalités. Ah bah oui. Parce qu'à ce moment-là, le roi est nu. Et qu'en effet, on a du talent en fonction de... Parfois la médiocrité aussi de ses interlocuteurs. Vous faites allusion à une émission effectivement politique qui était animée par une journaliste de France Inter d'ailleurs, dont j'oublie à l'instant le nom, et où, comme on dit régulièrement maintenant, c'est une expression qui est passée dans le langage courant, Sarah Knafo a fait une masterclass. Elle les a étrillés. C'était 3 journalistes du service public et elle en est ressortie effectivement grandie parce que les attaques étaient précises contre Madame Knafo, en tout cas elles étaient régulières et qu'il y avait un climat manifestement où on voulait détruire, en tout cas attaquer, en découdre avec Sarah Knafo. Bon, malgré tout, tout n'est pas acheté dans le service public. Il y a des émissions, moi je regarde souvent Léa Salamé, que je trouve que c'est une bonne émission. Anne-Elisabeth Lemoine, j'aime bien regarder aussi de temps en temps. Il y a des invités quand même qui sont intéressants. Bon, simplement, faut pas être dupe. Par exemple, sur Anne-Elisabeth Lemoine, elle a Patrick Cohen comme éditorialiste, elle a Pierre Lescure comme éditorialiste, ces gens qui ont sûrement de la qualité, mais ce sont des gens qui ont un engagement, là aussi, prononcé depuis des années d'un certain côté. Moi, ce que je déplore surtout, c'est que à France Télévisions, ils n'utilisent pas ce que les Américains appellent le soft power, c'est-à-dire la fiction. Moi, ce que je déplore, et à l'époque, quand j'avais eu l'occasion d'en parler avec Delphine Ernotte, je lui avais dit, le rôle du service public, ça devrait être de générer des fictions qui créent des vocations, de l'appétit, de l'appétence. En France, on consomme essentiellement des fictions américaines. C'est quand même un paradoxe dans un pays où on est censé avoir une exception culturelle.
culturel. Et la fiction, ça devrait être l'obligation du service public pour créer des... Rappelez-vous, il y a quelques années, alors c'était une invention de la gauche au pouvoir qui avait créé l'Instit. Et l'Instit, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fiction, Bien sûr, c'était très, un instituteur qui allait dans les petits villages Gérard qui résolvait absolument ancien des problèmes de société. Il arrivait avec bienveillance et sauvait des enfants, des parents d'élèves, blablabla. Donc il y avait cette espèce de mission sociale. C'était une fiction, tout le monde adorait ça, et ça mettait l'accent sur un certain nombre de problématiques de la France profonde, des familles, etc., etc. Il devrait y avoir aujourd'hui l'équivalent de ça dans le service public. Moi, je regarde souvent. Je regarde souvent. Vous regardez Madeleine. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Madeleine. La salle. Vous savez ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est, Madeleine? Je sais ce que c'est. C'est Lina. Donc c'est la chaîne de Lina. Très souvent, moi, je regarde des émissions de Pivot, qui ont 40 ans et de ça. Je vous assure qu'entre Pivot sur son plateau, l'ouverture d'esprit et la multiplication des genres et Auguste Trapenard, c'est Auguste? Oui. Auguste Trapenard. Augustin Trapenard sur la grande librairie, qui est quand même monocolore. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est monocolore, la grande librairie. Alors que cet espace de littérature devrait être ouvert à toutes les littératures, à tous les intellectuels, à tous les essais. Et tu as le sentiment que ça s'est refermé, qu'on n'ouvre pas cet espace à tout le monde. Je pense que vous êtes plutôt d'accord là-dessus. Oui, je suis 100% d'accord. Bon, et c'est un état d'esprit. Pivot, c'est un état d'esprit. Chancel, c'est un état d'esprit. Non, mais c'est-à-dire que le pire, en plus, c'est que quand on arrive à un moment d'autocensure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment donné où ces journalistes ou ces présentateurs n'ont même pas conscience. Ils choisissent... Ah si, ils ont conscience. Je pense qu'ils ont conscience. Forcément. Faut être du bon côté. Bon, je vais dire au revoir à 11h55 à Gilles. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Guédec? Il fait des signes, il comprend rien. On dirait Bernardo dans Zorro, maintenant. Non, mais arrêtez, vous faites des signes comme ça, on comprend rien. Mais vous entendez de moins en moins, j'ai l'impression. Non, mais attendez. Françoise. Non, mais c'est le langage des signes, parce qu'il n'y a pas d'entendre, pardon de le dire. Voilà. Avant, on se comprenait en un regard. Bon, écoutez. Qu'est-ce que vous il voulait faire un petit point. Ah, voilà, Facebook. Mais bien sûr. Mais vous en avez pas fait depuis 3 mois. Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Il a plus l'habitude. On va peut-être rappeler de la musique. La musique, quel plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Ça, c'est Mission Impossible? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le point Facebook. Vous savez que Mission Impossible, par exemple, paraît-il qu'il y en a eu 8, j'en ai vu aucun. Et le dernier Mission Impossible que j'ai vu, c'était avec Peter Graves, et c'était à la télévision, c'était un feuilleton. Donc faut que je... Aucun? J'ai jamais vu Mission Impossible. En revanche, il a 62 ans, Tom Cruise. Vous pourriez le doubler, vous? Ah oui. Je ne double pas. Vous êtes plus jeune que lui. Je ne double pas Tom Cruise. Ou alors en voiture. Allez-y. Bon, allez, on a Rêveuse qui nous écrit. Rêveuse, j'y peux rien. Le gauchisme toujours à l'œuvre, en se servant de notre argent, il va falloir boycotter pour leur faire savoir. On a Anthony également. Ça fait bien longtemps que je ne regarde plus ces chaînes comme beaucoup de gens. Et on termine avec Jean-Marc. Quelle honte, à part des Racines et des ailes et Échappée belle, ce sont les seules connexions à France Télévisions. Bon, il y a du monde en régie. Je crois qu'il y a monsieur Sébastien Coé qui est là. Donc je le salue parce qu'il a dû se lever tôt, parce que vous pouvez écouter Sébastien Coé désormais sur Europe 2. Comment allez-vous? Monsieur Coé, bonjour. Bonjour, vous allez bien? J'étais venu vous dire un petit bonjour, j'étais en visite, c'est à côté. Et ben vous allez nous dire un petit au revoir maintenant. Écoutez, je fais les deux, c'est un 2 en 1, je vous dis au revoir en même temps. Non, dites-nous comment ça se passe, parce que vous avez pris l'antenne il y a combien de jours? 3 semaines. Il y a le 28 avril pour mon anniversaire, c'est symbolique, c'est mignon. Ah ouais, vous êtes né sous le signe du taureau. Et je fêtais mes 40 ans de radio en même temps, c'est pas mal quand même, non? Non. J'ai commencé à 13 ans, plus 40 ans de radio. On est à 53, on y est. Ah oui, effectivement. Mais vous faites plus vieux que Tom Cruise. Ah oui, alors, si je savais ce que prenait ce Tom Cruise, s'il avait la recette, j'adorerais. Bon, comment ça se passe? C'est magique. Parce que c'est une nouvelle aventure pour vous sur l'antenne. C'est 6h, 9h? C'est 7h, 11h. 7h, 11h. C'est sur voilà. Europe 2. Avec Monsieur Liberty, notamment. Très bon patron, très bon patron. Oui, très bon patron. C'est magique. Le public est incroyable et faire une rentrée au mois d'avril, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et les gens sont là, et j'adore, et je prends plaisir à me réveiller à 5h tous les matins. Eh ben écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Et bienvenue dans ce groupe. À 11h57, on marque une pause.